Paris, octobre 1979, un gros scandale éclate. C'est parti d'un document publié par le Canard enchaîné. Une photocopie de 4 lignes, signée Bokassa, ordonnant à son comptoir national du diamant de sortir une plaquette de 30 carats destinée à M. Giscard d'Estaing, ministre des Finances de la République française. Oui, c'était en 73, Bokassa n'était pas empereur, M. Giscard d'Estaing était ministre des Finances. Un président africain aura offert des diamants au président français de l'époque, en l'occurrence M. Valéry Giscard d'Estaing. Et ce président africain, ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est tout autre que M. Jean Bédel Bokassa, le despote, le dictateur, le buveur de sang. Tant de descriptifs très peu glorieux, très caricaturaux, utilisés par la presse française pour dépeindre ce dernier. Petit paradoxe dans l'histoire, c'est que ce président français qui aurait eu ces diamants est ce même président français qui a commandité quelques semaines plus tôt le renversement de son ami Bokassa à Bangui en envoyant des parachutistes, des blindés et des hélicoptères. Alors quand cette affaire dite l'affaire des diamants de Bokassa éclate, elle expose une autre réalité aux Français. Une réalité selon laquelle M. Jean Bédel Bokassa, ce dictateur, ce tyran, entretiendrait avec la France, pays des droits de l'homme, des relations très floues. Il n'est pas seulement le tyran qui dépeigne, il est aussi l'allié de la France. Il est aussi un président qui a longtemps été soutenu par la France avant d'être lâché. Qu'est-ce qui s'est passé avant, pendant et après cette affaire? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Asseyez-vous confortablement, prenez votre petit verre de jus d'orange et c'est parti. Pour comprendre l'affaire des diamants de Bokassa, il faut surtout connaître les deux grands protagonistes de cette histoire, en l'occurrence Bokassa et Valéry Giscard d'Estaing. Bokassa est un ancien combattant français. Il a eu une brillante carrière au sein de l'armée coloniale. Il a même combattu en Indochine, où il s'est fait des amis dans l'armée française, détail très important pour la suite de l'histoire. Donc, fort de cette expérience, lorsque son pays obtient l'indépendance, à la tête de son pays, il y a un certain David Dacko qui n'est tout autre que son cousin germain. Donc, ce dernier va le convaincre de rentrer au pays pour mettre sur pied l'armée de la nouvelle nation indépendante. Ce qu'il fait, il va gravir les échanges jusqu'à occuper de hauts postes au sein de l'armée. Problème, c'est que David Dacko est enclin à de grosses difficultés. Le pays traverse une instabilité socio-économique, traverse également des problèmes sécuritaires parce qu'on est en 64, juste à côté, au Congo, il y a la guerre, la rébellion de Simba, dont j'ai parlé dans la vidéo précédente que vous trouverez quelque part ici. Donc le pays est vraiment enclin à beaucoup d'instabilité et la France n'arrive pas à satisfaire les attentes de David Dacko. Ce dernier va donc commencer à multiplier ses collaborations avec d'autres pays, dont la Chine. Je rappelle qu'on est en 64, en plein dans la guerre froide, et l'excuse de la guerre froide est beaucoup utilisée pour, on va dire, satisfaire les envies géopolitiques et les envies financières de certains pays. Donc, c'est très mal vu. D'autant plus que M. Bokassa, fraîchement arrivé en République centrafricaine, a plusieurs fois manifesté son désamour vis-à-vis des Chinois. Connu les Chinois. Ah ben c'est là que je connais parfaitement les Chinois. Parce qu'ils sont très forts, comme on dit. Ah, comme tous les traîtres. En général, les traîtres sont toujours forts. Vous les considérez comme des traîtres? Ça serait trop dire. Je les considère comme des êtres humains, mais qui sont très intelligents, très malins, et avec qui on ne peut jamais offrir sa confiance, placer sa confiance. Mais pour quelle raison, à votre avis, les Chinois veulent s'installer en Afrique? Ou essaient de s'installer? Parce qu'ils sont trop nombreux. Ils sont 780 millions cette année. Et l'année prochaine, ils seront, en 1970, ils seront 1 milliard. Donc il leur faut de terre pour s'installer. Vous pensez que les Chinois sont un réel danger pour l'Afrique? À mon avis, un véritable danger. Plus que jamais. Donc, quand David Dacko commence à prendre ce penchant, ça va créer des tensions entre David Dacko et la France, mais ça va également créer des tensions entre David Dacko et Bokassa. D'autant plus qu'il y a déjà des tensions entre ces deux-là concernant les budgets alloués à l'armée ou à la gendarmerie. Donc, c'est très complexe. Donc, tout ce contexte-là va favoriser la décision de Bokassa de fomenter un coup d'État à la fin de l'année 1965. Donc, le 31 décembre 1965, il décide de lancer son coup d'État et c'est un succès. Le 1er janvier 1966, il devient président de la République centrafricaine. Là, vous avez compris un peu qui est le personnage. Il arrive donc au pouvoir et très vite, il va devenir un président très francophile. Il va s'entendre très bien avec De Gaulle. Il va s'entendre très bien avec Pompidou. Enfin, s'entendre très bien. Il va beaucoup apprécier ces derniers. J'ignore si ce sera réciproque. Très important également. De l'autre côté, vous avez Valéry Giscard d'Estaing, un brillant homme, énarque, polytechnicien,
il a travaillé au service des impôts, donc les finances, il connaît. Ce qui va donc faire que De Gaulle va le prendre dans son gouvernement et il va s'occuper vraiment des affaires financières. Il sera ministre des Finances. Et donc, entre 1959 et 1966, il sera ministre des Finances au sein du gouvernement de De Gaulle. Sauf que des tensions vont naître entre Valéry Giscard d'Estaing et les milieux gaullistes. Ce qui va donc être un des facteurs qui va motiver son éviction du gouvernement de De Gaulle. Et il va devenir un fervent opposant à De Gaulle. D'ailleurs, lorsqu'il y aura le référendum de 1969, où De Gaulle va lâcher le pouvoir, il sera un des fervents opposants à De Gaulle. Donc quand Pompidou arrive, Pompidou le reprend comme ministre des Finances. Autant vous dire que la question des finances, c'est une question qu'il connaît parfaitement. Là maintenant, vous avez un peu une photographie des deux personnages. Intéressons-nous maintenant à leur rencontre. On est en 1969, Valéry Giscard d'Estaing est ministre des Finances de Pompidou. Mais il faut dire qu'il connaît Bokassa depuis un peu plus de temps, on va dire. Parce que durant les années 67, il aurait effectué des voyages en République centrafricaine pour satisfaire sa passion pour la chasse. Passion d'ailleurs que partage M. Bokassa. Autre point important, c'est que Valéry Giscard d'Estaing ne connaît pas la République centrafricaine seulement à travers Bokassa. Son père était à la tête d'une société appelée Sofo, une entreprise qui avait beaucoup d'entreprises coloniales à travers les anciennes colonies françaises, dont la République centrafricaine. Et sa famille a beaucoup d'investissements en République centrafricaine. Donc, c'est un pays qu'il connaît. Donc, ces derniers se sont rencontrés un peu, on va dire, avant qu'ils soient vraiment dans les hautes sphères du pouvoir français, de façon privée, de façon informelle. Mais le jeu va gravir les échelons jusqu'à devenir, en 1974, président de la France. Le 27 mai 1974, Valéry Giscard d'Estaing devient le 3e président de la Ve République. J'ai compris dans cette campagne que vous souhaitiez le changement. Le changement politique, économique et social. Vous ne serez pas déçus. Autant, durant le règne de Pompidou et de De Gaulle, Bokassa avait un certain amour pour ces derniers et ces derniers n'étaient pas forcément réciproques parce qu'il appelait De Gaulle le père, il appelait Pompidou frère. Mais là, on a l'impression qu'entre ces deux personnes-là, il y a des atomes crochus. Entre Valéry Giscard d'Estaing et Bokassa, il y a de gros atomes crochus. D'autant plus que sa première visite à l'extérieur de la France, il a fait à Bangui pour aller voir son ami Bokassa, histoire de réitérer les liens forts qu'il y a entre ces deux. Mais surtout, histoire de parfaire la politique, la géopolitique française sur le continent africain. Parce qu'on est en plein dans une période où le vent communiste est en train de prendre de l'ampleur sur le continent africain, surtout dans les pays voisins. Donc c'est l'occasion pour lui de marquer vraiment le territoire de la France. C'est dans ce contexte donc que les relations entre Valéry Giscard d'Estaing et Bokassa vont fortement se renforcer parce que Bokassa lui-même dira qu'il va affréter une grande partie du territoire centrafricain, une grande partie, j'abuse un peu, hein, une partie du territoire centrafricain à Valéry Giscard d'Estaing pour qu'il puisse satisfaire sa passion, en l'occurrence la chasse, et il ne recevra aucun centime. De l'autre côté, vous avez Valéry Giscard d'Estaing et la France qui octroient beaucoup de prêts à Bokassa, beaucoup d'aide et qui ferment les yeux sur les dérives autoritaires de Bokassa, qui n'hésite pas à emprisonner les gens dans sa fameuse prison de Ngaraba, qui n'hésite pas à éliminer certaines personnes trop gênantes. Bref, vous l'avez compris, la France et la République centrafricaine sont collés, bisous, bisous dans le monde des bisounours. Tout se passe parfaitement bien. D'autant plus que, en 1977, quand Bokassa décide d'être empereur lors d'une cérémonie très loufoque, la France va financer une bonne partie de la cérémonie. La logistique, la France va gérer une bonne partie de la logistique. Bref, ces deux-là s'entendent très bien. Et quand bien même Bokassa commence à avoir des petites proximités avec le monde du bloc de l'Est, la France ne sévit pas. Alors qu'on a une période où tous les présidents africains qui ont essayé un tant soit peu de daigner regarder vers l'Est ont très souvent payé au prix cher. Mais Bokassa, tout va bien dans le meilleur des mondes. On est en 1977. Sauf que le 21 septembre 1979, Bokassa est renversé lors d'un coup d'État préparé, réfléchi et exécuté par les militaires français. Que s'est-il donc passé entre cette période d'idylle et cette période de renversement? Du 20 au 21 septembre 1979, la France orchestre le retour de David Dacko au pouvoir à travers la double opération Cabane et Barracuda.
des hélicoptères, des blindés, des parachutistes sont lancés sur Bangui pour réinstaller au pouvoir David Dacko, ancien président de la République centrafricaine, cousin de Bokassa et accessoirement ancien conseiller de Bokassa jusqu'à 1976. Il y a une chose qui frappe évidemment lorsque l'on arrive chez vous, c'est que votre bureau est gardé par un parachutiste français. Alors d'une façon plus générale, quelles sont les raisons de cette présence militaire française? La présence des troupes françaises en République centrafricaine se justifie à double titre. Dès notre accession à l'indépendance, nous avons signé plusieurs accords de coopération avec la République française. Entre autres accords de défense, c'est ce qui nous autorise à faire appel en cas de nécessité à ce pays ami. Deuxièmement, avec le régime de Bokassa, l'inexistence d'une armée centrafricaine structurée, équipée, entraînée, exige l'assistance ponctuelle de la défense française en vue de garantir l'ordre et la sécurité dans notre pays dès ma prise de pouvoir. Comme je l'ai déjà dit maintes fois, cette assistance militaire nous sera nécessaire. Le temps de mettre sur pied un système de défense et de protection adéquate, authentiquement centrafricain. Donc, les troupes françaises ne sont là que pour une mission bien ponctuelle. Et la motivation qui est donnée pour ce renversement par la France, c'est que Bokassa commençait vraiment à dépasser les bornes, on va dire. Parce qu'il faut le dire, entre janvier et avril de la même année 1979, il y a eu des événements tragiques en République centrafricaine où des lycéens, des manifestants qui sortaient dans les rues pour manifester contre le fait qu'on augmentait les prix des tenues scolaires, on leur imposait certaines conditions qu'ils ne voulaient pas, ont été assassinés. Il y a eu un bain de sang. Donc, le coupable a été choisi, c'était Bokassa. Et donc, ce renversement aurait été justifié par le fait que la France veuille remettre un peu la République centrafricaine dans une atmosphère beaucoup plus sereine, beaucoup plus saine en renversant le président sanguinaire. Ça, c'est la version officielle. D'autant plus que rien n'a prouvé que c'était Bokassa l'instigateur de toute cette histoire. Parce que cette histoire cache des dessous très flous entre M. André Maïdou, entre ses rapports avec la France, entre M. David Dacko. Bref, Bokassa n'est pas forcément le seul coupable, voire il n'est même pas le coupable dans cette histoire. Mais bref, on n'est pas là pour parler de ça. J'ai réalisé une vidéo sur Bokassa et la République centrafricaine que vous retrouvez là. J'ai réalisé même 2 vidéos, une première partie et une seconde partie. Quoi qu'il en soit, c'est la version officielle. Mais à creuser un peu plus, on voit qu'il y a une autre raison potentielle. L'extrait que vous voyez est un extrait qui date du 23 septembre 1978. Bokassa est en visite à Paris, il est reçu chaleureusement. Dans cette vidéo, on voit 2 personnages hautement importants. David Dacko à droite et M. René Jougnac à gauche. Je l'ai peut-être dit rapidement dans la vidéo au début, mais M. Valéry Giscard d'Estaing entretenait des relations assez compliquées avec les milieux gaullistes. Ok? Et lorsqu'il arrive au pouvoir, la personne qui est en charge des relations africaines est un pionnier des milieux gaullistes, en l'occurrence M. Jacques Foccart. Ce qu'il fait, il va évincer Jacques Foccart. Il a battu un gaulliste pour arriver au pouvoir, en l'occurrence M. Chaban Delmas, et il va installer le numéro 2 de Jacques Foccart, en l'occurrence René Jougnac. Donc, retenez que Jacques Foccart a été évincé par Valéry Giscard d'Estaing. Est-ce que cette histoire allait rester comme ça? Je ne pense pas. On verra bien dans la suite de l'histoire. Mais, vous voyez donc qu'il y a ces 2 personnages importants. Maintenant, analysons un peu les raisons profondes qui ont mis de l'eau dans le gaz entre les relations franco-centrafricaines. Et comme toujours pratiquement, on en revient au même point. Les ressources naturelles. Je m'explique. En 1973, Kadhafi, à l'époque le démon, vraiment l'ennemi du bloc occidental, se lance dans un projet très ambitieux, un programme nucléaire. À cet effet, en 1975, il commence déjà des collaborations avec l'Union soviétique. Son projet n'aboutira pas, hein, bien sûr. Il va également contacter des experts indiens. Mais pour faire du nucléaire, vous savez que très souvent, il faut de l'uranium. À cette époque, la République centrafricaine a découvert son premier gisement d'uranium en 1949 par là à Bakouma. Mais ça a été vraiment réellement exploité en 1967-68 à la demande de Bokassa. Problème, les Français qui ont eu le droit d'exploiter ces gisements commencent à dire qu'il n'y a pas assez de ressources, que ce gisement n'est pas exploitable, d'autant plus que Bokassa, après sa chute, dira dans plusieurs interviews que la France exploitait de l'uranium sans lui verser 1 centime.
ils extraient, ils exploitent, mais ils n'ont jamais payé un franc. Comment ça se fait, ça? Ben oui, mais c'est comme ça, parce que, comme c'est l'uranium, nous ne devons rien dire. Et aussitôt qu'on veut essayer de demander, de parler, on nous fait taire. Était-ce vrai? Était-ce faux? Je ne saurais vous dire. Ce qui est sûr, c'est que c'est dans les habitudes des Français de banaliser, de minimiser les gisements de ressources naturelles pour pouvoir les exploiter comme ils le veulent. On le verra d'ailleurs dans les 3 séries de vidéos. Et ça a été d'ailleurs le cas avec M. Tombalbaye, où la France disait que le pétrole n'était pas exploitable. Et quand Tombalbaye a contacté l'entreprise Conoco américaine, un des ministres français a menacé Tombalbaye. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est un des anciens ministres de Tombalbaye qui l'a dit. Ils ont négligé, mais le contrat a été signé. J'étais jeune ministre de la jeunesse. C'était en 1968 dans la salle, l'ancienne salle du Conseil des ministres de forme ovale. Comment s'appelle les gens? Un jeune Français qui a été envoyé, Vogeli, André Vogeli. Et là, le contrat a été signé. Je me souviens, le président Tombalbaye était là et lui, il était à sa gauche pour signer. Le président Tombalbaye lui a donné donnez-moi votre écritoire. Il lui a donné son écritoire et il a dit, monsieur le président, signez votre arrêt de mort. Et le président, en souriant, lui a dit, peu importe, pourvu que les Tchadiens en profitent. La suite, on la connaît, Tombalbaye a été assassiné. Bref, donc, quand Bokassa voit qu'il ne gagne rien dans cette histoire d'uranium et qu'il est dans un besoin criard d'argent, parce que dans la vidéo où il est en visite à Paris, c'est ce qu'il dit. Il a, en tout cas, le pays a besoin d'argent. Il est dans un besoin criard d'argent de par sa mauvaise gestion financière du pays, même s'il a fait de bonnes choses, il faut le dire. Et là, il se rend compte d'un point, c'est qu'il a besoin d'argent. Et la France n'est pas en mesure de lui donner ce dont il a besoin à l'instant T. Sauf qu'à cette même période, Kadhafi est dans un grand besoin d'uranium. C'est 2 personnes qui se rencontrent, l'offre et la demande. Ces 2 personnes ont une très proche. Certaines rumeurs, certains articles même disent que Bokassa se serait converti à l'islam. Il a reçu un gros chèque de Kadhafi, ils sont devenus très très proches. C'est donc dans ce contexte géopolitico-financiero-économique que la France décide de renverser Bokassa. C'est ça la vraie raison. Ce qu'il faut préciser aussi, c'est qu'avant le coup d'État qui a renversé M. Bokassa du pouvoir, il y a eu un événement très marquant. Comme je vous avais dit dans la vidéo où il était à Paris, il y avait 2 personnages importants en fond. Il y avait David Dacko à droite et il y avait René Jougnac à gauche, le nouvel homme fort des affaires france-africaines, le nouveau Monsieur Afrique. Ce qui se passe donc, c'est que à la suite des événements du 18 janvier 1979, où il y a eu la marche des lycéens, et donc qui a conduit quelques mois plus tard au massacre de ces derniers, aux emprisonnements de beaucoup de lycéens, bref, à des événements très sanglants, M. René Jougnac décide donc de venir voir Bokassa, et il lui fait comprendre que ce dernier devrait abdiquer, lâcher le pouvoir, et que la France arrangera pour lui préparer une retraite dorée, le mettre dans de bonnes conditions, préparer sa sortie. Et l'entrevue s'est très mal passée, parce que clairement Bokassa a refusé, et c'était très tendu. Certaines sources disent que Bokassa l'aurait tapé avec sa canne. Ça, ce sont des rumeurs, ça reste à vérifier. Donc, après ça, René Jougnac repart en France. Vous devinez bien qu'il repart pas très content. Et c'est après tout ça que sera lancé le push qui renversera Bokassa. La raison fallacieuse selon laquelle Bokassa serait un tyran qui aurait assassiné les lycéens est une raison qui ne tient pas la route. Même quand bien même il l'aurait fait, avant ça, il avait fait plus et il n'a pas été arrêté. Bokassa a donc été évincé du pouvoir par son très cher ami qu'il appelait tendrement cousin, M. Valéry Giscard d'Estaing, lors de cette double opération Cabane et Barracuda. Sauf que Bokassa a été très sous-estimé parce qu'on a estimé peut-être qu'il n'était pas assez futé, assez intelligent pour riposter, on va dire. Reprenons un peu les événements. Bokassa est renversé donc, et lors de son renversement, on va dire, il n'était pas à Bangui. Il était en visite chez Kadhafi. Et depuis la Libye, il va se rendre en France. Auréolé de sa carrière militaire, il exige vraiment le statut de réfugié, d'exilé.
Après, il sera expédié plutôt à Abidjan, du côté de M. Félix Houphouët-Boigny. Mais c'est là que la contre-attaque va s'opérer. Je dis contre-attaque parce qu'il y a eu une grosse campagne de dénigrement, de décrédibilisation de Bokassa. Certes, il a été un président qui n'était pas forcément recommandable, mais il y a eu une campagne où on a attribué à Bokassa des choses qu'il n'a pas forcément fait. En fait, lors de ce coup d'État, il n'y avait pas seulement que des militaires français, il y avait des agents du SDEC, si vous voulez la DGSE, les services secrets français, qui ont fouillé le palais de fond en comble, comme s'ils cherchaient des documents importants. D'ailleurs, ils ont pris des documents. Mais semble-t-il que Bokassa a bien pris la peine de préparer tout ça, on va dire. Je vous avais dit au début de la vidéo qu'il avait combattu en Indochine et qu'il avait gardé des liens très étroits avec certains combattants d'Indochine. Et parmi ces combattants, il y a un certain Roger Delpé. Roger Delpé a combattu en Indochine, auteur à succès. Il était très proche de Bokassa. Il lui rendait visite, ils avaient des relations très étroites. Et lorsque Bokassa est renversé, Bokassa va multiplier les interventions dans la presse pour vraiment décrédibiliser Valéry Giscard d'Estaing. Il va même l'accuser d'avoir eu des relations avec sa femme, on va dire, et accusé de beaucoup de choses. À chaque fois que je voyageais, je quittais Bangui pour la France, il avait pris l'habitude de me demander souvent de pierres. Bon, comme il me le demandait souvent, je préparais ces pierres que je lui remettais. Les pierres, c'est les diamants? Les diamants que je lui remettais. Régulièrement, je lui ai remis des diamants. Mais on ne lui accorde aucun crédit parce qu'on lui a collé l'étiquette du despote, du fou et tout ce que vous voulez. D'autant plus que durant ce renversement, les agents des services secrets qui sont rentrés dans le palais de Bokassa ont fait courir la rumeur selon laquelle ils ont retrouvé de la chair humaine dans les congélateurs de Bokassa. Ce qui a répandu la rumeur non vérifiée selon laquelle Bokassa mangerait de la chair humaine. Tout ça dans le but de décrédibiliser au maximum ce monsieur. Donc bien évidemment, quand il fait les interviews, ça n'a aucun poids. Sauf que Bokassa n'avait pas encore abattu sa dernière carte. Sa dernière carte était monsieur Delpé. Alors, Delpé est soupçonné d'avoir été la personne qui a donné les documents au canard enchaîné permettant de montrer que Bokassa aurait signé des dossiers du trésor public ordonnant le fait d'offrir des diamants à monsieur Valéry Giscard d'Estaing pour une valeur d'1 million de francs. 1 million de francs. Je ne sais pas combien ça fait en euros, mais c'est beaucoup. Et donc, quand le canard enchaîné sort cet article, ça fait l'effet d'une bombe. Hasard ou calculé, Roger Delpé sera arrêté quelque temps plus tard à la sortie d'une ambassade quelque peu étrange. Il sortait de l'ambassade de Libye. Et on fait une perquisition chez lui, on voit des documents qui sont signés par Bokassa. La DST, donc la sûreté, va l'arrêter, va l'incarcérer pendant de nombreux mois avant de le libérer. Parce que voilà, on n'a pas accusé de vraies choses. Mais c'était un peu comme si on l'avait ciblé. Et il a subi les représailles du gouvernement de Valéry Giscard d'Estaing. Et quand il est sorti, il a fait des révélations encore plus fracassantes. Le problème de cette histoire, c'est que l'affaire des diamants de Bokassa a éclaté, en fait, en réalité, parce qu'un président africain, un président français, entretenait de bonnes relations, faisait des échanges de bons procédés, qui avaient des natures très malsaines. L'autre fermait les yeux sur les dérives autoritaires de son copain. En échange, on offrait des gros cadeaux juteux à l'autre avec l'argent du contribuable. En échange, l'autre offrait des prêts. Bref, toute cette amitié a volé en éclats quand le géopolitique a pris le dessus. Mais le président africain qu'on a pris pour un teubé, pour un homme qui n'est pas forcément calculateur, était en réalité un fin stratège parce qu'il a réussi à entraîner dans sa chute M. Valéry Giscard d'Estaing. Je dis ça parce que l'agenda politique est très important. Ce scandale explose en octobre 1979 et en 1981, il y a les élections présidentielles. Autant vous dire que Valéry Giscard d'Estaing a chuté. Et je vous avais dit au début de la vidéo que Valéry Giscard d'Estaing entretenait des relations peu cordiales avec les milieux gaullistes. Roger Delpé était certes l'ami de Bokassa, mais Roger Delpé était très proche des milieux gaullistes. Lorsqu'il y a eu l'opération Résurrection en 1958 pour amener De Gaulle au pouvoir, il en faisait partie. Roger Delpé est très proche de Jacques Foccart. Roger Delpé est même voisin de Jacques Foccart dans l'Oise. Valéry Giscard d'Estaing, à travers cette affaire Bokassa, a payé le prix fort
de ses inimitiés avec les mieux gaullistes et sa nouvelle guéguerre avec Bokassa, quoi qu'il en soit, l'affaire des diamants de Bokassa a mis en exergue les relations floues entre les dirigeants africains et les dirigeants français au gré de leurs intérêts. Ce qui veut dire qu'un dirigeant africain peut faire des choses bien sordides, la France peut fermer les yeux, mais dès l'instant où il commence à ne plus être dans le giron français, dans les intérêts, dans les bons petits papiers des Français, des présidents français en tout cas, on lui ramène à la face tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il n'a pas fait. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. C'est la première série des 4 vidéos qu'on va faire sur les scandales de la France-Afrique. Là, c'est vraiment une entrée en matière. La deuxième vidéo sera aussi une entrée en matière, mais les 2 dernières seront des gros morceaux. Vous connaissez l'affaire Elf? On va en parler. On va parler forcément trop en profondeur parce que voilà. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé la vidéo. Lâchez des likes, lâchez des pouces. Et on se dit à très très bientôt.